Eh bien, je vous dis bonjour à toutes et à tous, et pour inaugurer cette chaîne, je vous propose de réfléchir à la question du droit de l'animal, et plus précisément au problème que soulève la question du droit des animaux. Parce que philosopher, c'est toujours poser un problème. C'est poser un problème, c'est-à-dire c'est toujours au moins commencer par affronter la résistance du réel. Et pour poser le problème, je vous invite à réfléchir d'abord à la perception que l'on a de l'animal dans le monde scientifique. Si j'envisage l'animal dans le domaine de la science, dans le domaine de la biologie, ou dans le domaine de la biochimie même, ici l'animal apparaît immédiatement comme une réalité simplement régie par des mécanismes. De ce point de vue-là, l'animal est un ensemble de mécanismes. Un ensemble de mécanismes capables d'auto-activité. Autrement dit, de ce point de vue-là, le modèle qui permet de penser l'animal est le modèle de la machine. Un animal serait un ensemble de mécanismes comme une machine est un ensemble de mécanismes mis en branle par les lois de la nature. On pensera évidemment à Descartes et à sa théorie de l'animal-machine, mais là, il ne faut pas se méprendre. Descartes ne considère pas, à proprement parler, que l'animal est une machine. En réalité, il soutient que l'animal doit être pensé à partir du modèle de la machine. Parce qu'il y a une différence entre l'animal et la machine si on considère qu'une machine est un artefact, un produit de l'art humain. Une machine est toujours produite par un artisan ou produite par un savoir-faire humain. De sorte d'ailleurs que la différence entre la machine et l'animal est une différence qui n'est pas qualitative, c'est pas une différence de nature. En réalité, c'est une différence quantitative. C'est une différence dans le degré de perfectionnement, dans le degré de complexité des mécanismes qui sont à l'œuvre. La machine, de son côté, est à l'échelle du corps de l'homme qui l'a fabriquée. Une horloge, par exemple, voit ses rouages mis en place à une échelle qui est déterminée par le corps même de l'horloger qui, avec ses doigts, avec ses yeux, met en place les rouages afin d'obtenir le mouvement qu'il cherche, mouvement qui a une finalité qui, en l'occurrence, est de produire et de donner l'heure. Alors que la machine, de son côté, est une production de la nature. Donc les mécanismes, alors que le vivant, de son côté, est une production de la nature. Et donc l'animal, en tant que production de la nature, est composé de mécanismes évidemment infiniment plus complexes. Donc, comme je disais, il y a une différence quantitative à envisager entre la machine et l'animal. Mais il n'y a pas à proprement parler de différence qualitative. La machine est un modèle qui permet de bien penser l'animal, et c'est ce modèle qui est à l'œuvre dans le monde des sciences. Là, Descartes anticipe sur ce qui sera une approche de l'animal telle qu'on peut l'observer dans un laboratoire scientifique. Au fond, quand on étudie un animal scientifiquement, on n'étudie pas la vie. On étudie du vivant, des mécanismes empiriquement observables. On ne trouve pas beaucoup de choses différentes ou d'instruments différents ou de matériaux différents si on compare un laboratoire de biologie et un laboratoire de physique. Il peut y avoir des distinctions, mais dans le fond, les mécanismes qui sont à l'œuvre dans l'animal, dans l'infiniment petit, ne sont en dernière instance que des mécanismes physico-chimiques. Donc là, on a une thèse qui porte sur la nature de l'animal. Et cette thèse implique de soutenir que l'animal n'est rien d'autre qu'un objet naturel appartenant à la nature. C'est-à-dire que l'animal ne possède pas en lui une qualité qui l'élèverait au-dessus des choses, qui l'élèverait au-dessus des objets. Et par conséquent, rien ne permet de soutenir que l'homme soit en lui porteur d'un devoir à l'égard des animaux. Il n'y a pas d'obligation morale dont l'homme serait porteur à l'égard des animaux si les animaux, en dernière instance, ne sont que des objets parmi les objets. Et corrélativement, si l'homme n'a pas de devoir à l'égard de l'animal, évidemment, l'animal de son côté n'a pas de droit. Donc le droit des animaux, de ce point de vue-là, apparaît comme une illusion. La thèse est claire. Elle a le mérite d'être claire, d'être radicale dans sa formulation. Et Descartes dit lui-même que cette thèse débarrasse les hommes, et là je le cite, du soupçon de faute à chaque fois qu'ils mangent ou qu'ils tuent des animaux. Il écrit ça dans une lettre à Morus. Donc si l'animal n'est qu'une machine, ou si c'est le modèle de la machine qui permet de bien penser ce qu'est un animal, alors évidemment, je n'ai aucun devoir envers lui, et je ne commets pas de faute lorsque je mange ou lorsque je tue un animal.
euh, cette pensée-là, malgré tout, se heurte à une difficulté. Et cette difficulté est essentielle. Elle est essentielle dans la mesure où c'est une difficulté qui touche à la nature même de l'animal. Évidemment, les mécanismes que j'évoquais à l'instant rendent bien compte du fonctionnement biologique de l'animal. Fonctionnement biologique qui, en dernière instance, dans le fond, est toujours un fonctionnement de type physique ou physico-chimique. D'accord. Mais il est impossible de ne pas observer qu'un animal possède une qualité qui le distingue des autres êtres. Cette qualité, c'est une qualité à teneur métaphysique. Un animal possède une unité. Une unité. Leibniz pointe bien ça. Et pour mettre au jour ce que Leibniz propose comme raisonnement portant sur l'animal, je vous soumets deux images. Si je considère un carreau de marbre, ce carreau de marbre possède une certaine unité. Mais si je le coupe en deux ou si je le casse, j'obtiendrai deux carreaux de marbre. Ça signifie que l'unité du carreau de marbre, dans le fond, n'est qu'une unité d'agrégation. Ce sont des éléments agrégés qui produisent l'illusion d'une unité du carreau de marbre. Et si je le coupe en deux, j'aurai deux carreaux de marbre. Donc le carreau de marbre n'a pas d'unité réelle. Son unité n'est qu'une illusion, il n'a pas d'unité réelle. En revanche, si je considère un chien et que je le coupe en deux, je n'aurai pas deux chiens, évidemment. Mais je n'aurai même pas deux demi-chiens. Car les deux parties du chien que j'obtiendrai, après avoir coupé le chien en deux, ces deux parties vont se décomposer. Voilà, ça c'est le propre du cadavre. Le cadavre de l'animal est un corps en décomposition. En décomposition, ce qui surgit ici, c'est l'idée que le corps vivant de l'animal, par opposition à son cadavre, est un corps qui est composé, qui est organisé comme si chaque partie composant le tout trouvait sa place en fonction précisément de ce tout. L'animal ressemble donc à un tout qui précède les parties. Il ressemble à un petit cosmos. On pensera ici au cosmos grec, ce monde clos à l'intérieur duquel chaque réalité trouve sa place en vertu de sa nature. Donc l'animal est un microcosme. Il possède une unité. C'est un individu. Individu, il faut prendre le terme là en son sens étymologique, il est dans une certaine mesure indivisible. Je peux toujours couper l'ongle d'un chien, mais si je le coupe en deux par le milieu, l'unité sera rompue, et le cadavre finalement n'est rien d'autre que la rupture de l'unité organique, ce qui est une définition biologique de la mort. Donc, un animal est un individu. Et alors, la question se pose immédiatement de comprendre, de savoir comment il se peut qu'il possède une telle unité. Parce que les mécanismes ne rendent pas compte de cette unité réelle de l'animal. Bon, si je considère une montre, qui est une machine, une montre, c'est pas un carreau de marbre. Si je coupe ma montre en deux, si je la casse en deux morceaux, je n'ai pas deux montres. Ça, c'est vrai. Mais je n'ai pas non plus deux demi-montres qui vont se décomposer. Je n'ai pas deux parties qui vont disparaître. Il va y avoir une usure avec le temps des éléments qui composent la montre, mais la montre elle-même ne se décompose pas. En réalité, l'unité de la montre n'était elle-même qu'une unité produite de l'extérieur, par un agent extérieur qui a agencé les différents éléments. Mais lorsque la montre est coupée en deux, elle a perdu son unité, si l'on veut, mais les éléments sont toujours là. De sorte d'ailleurs qu'on peut récupérer les rouages qui n'auraient pas été brisés pour les réinstaller dans une autre montre. On peut réparer les rouages qui ont été brisés, les remplacer par d'autres rouages et reconstituer la montre. Elle ne se décompose pas. Elle n'a pas perdu cette unité qu'on observe dans l'être vivant en général et chez l'animal en particulier. Et là, l'image de la montre, il faut la prendre au sérieux. Une montre est un artefact, mais les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la montre sont naturels. Il n'est pas moins naturel, je paraphrase ici Descartes, à une montre de donner l'heure qu'à un arbre de produire des fruits, ou à un oiseau de faire son nid. Donc, si on prend au sérieux l'image de la montre, sans pour autant identifier l'animal à la montre ici, ce qu'on voit bien ici, c'est que la montre n'a pas la même unité, parce que ces mécanismes ne font pas une unité réelle, contrairement à ce qu'on peut observer chez l'animal. D'ailleurs, dans une montre, les rouages sont mis en mouvement par le moyen d'un ressort, mais de sorte que le mouvement d'un premier rouage met en mouvement un deuxième rouage, qui met en branle un troisième rouage, selon une chaîne causale qui n'est possible que parce qu'il y a dans la montre une énergie motrice, quelque chose qui met en mouvement.
Mais chez l'animal, c'est tout autre chose, puisque dans un animal, il y a une réelle unité qui est observable. L'animal se reproduit, et d'ailleurs il s'autoproduit, et les éléments qui le composent eux-mêmes s'autoproduisent dans une certaine mesure. Donc il y a dans l'animal une énergie formatrice, hein, comme le dirait Kant, c'est pas seulement une énergie motrice. Alors maintenant, si on compare un ensemble de mécanismes qui manquent d'unité, relativement à un animal, et si on considère maintenant l'animal, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans l'animal qui fait cette unité? Puisque la matière est toujours divisible, elle occupe un espace, et puisque les mécanismes n'expliquent pas cette unité. Ici, l'idée qui intervient, c'est une idée métaphysique. D'ailleurs, le terme même d'animal peut nous mettre sur la voie, puisque le mot animal vient du latin anima, qui veut dire âme. C'est peut-être l'âme qu'il faut penser ici comme une âme qui produit l'unité de l'animal. Et Leibniz d'ailleurs précise, c'est une âme qui fait l'unité de l'animal, et il écrit à l'image de ce qu'on appelle moi. Hein, il écrit ça dans une lettre à Arnaud, dans une correspondance, à l'image de ce que l'on appelle moi. Donc là, il s'agit de prêter à l'animal une véritable qualité métaphysique, qui fait qu'il se distingue de la matière brute, ou même d'une matière organisée selon des mécanismes, des purs mécanismes aveugles. Alors ça nous intéresse, parce que si on soutient que l'animal possède une qualité métaphysique, si on le pense comme ça, il n'est plus une simple chose, livrée à la nature, parmi d'autres choses. Si je soutiens que l'animal possède une qualité métaphysique, il m'apparaît comme un être qui s'élève dans une certaine mesure au-dessus de la simple chose. Il m'apparaît comme un être qui possède, on peut employer le terme, une dignité, de sorte que l'homme aurait bien des devoirs envers les animaux. Eh oui. Et si l'homme a des devoirs envers les animaux, cela signifie que les animaux, corrélativement, ont des droits. Donc si l'animal possède une dimension métaphysique, alors les animaux ont des droits. Alors l'idée nous convient aujourd'hui, puisque la question du droit de l'animal progresse dans nos esprits, mais en réalité c'est une idée très très ancienne, parce que chez les Grecs déjà on soutenait que les animaux possèdent des droits, les pythagoriciens avaient déjà envisagé ça, le terme même d'animal, je l'indiquais à l'instant, nous vient du latin anima qui veut dire âme, et on a oublié qu'au Moyen-Âge, au XIIIe siècle on en a les premières traces écrites, au Moyen-Âge, on pratiquait des procès d'animaux. Et ces procès ont duré jusqu'au-delà de la Renaissance. Un animal pouvait être accusé, se retrouver devant un tribunal. Étonnamment, lorsqu'un porc mordait un enfant, il pouvait être traduit en justice. Alors comme ce brave animal ne pouvait pas se défendre, il avait droit à un avocat. Et il est déjà arrivé que des animaux gagnent des procès contre des êtres humains. Donc l'idée d'un droit des animaux n'est pas en elle-même une idée neuve, c'est même une idée très ancienne. Au fond, l'idée neuve, l'idée révolutionnaire, c'est pas l'idée d'un droit des animaux, c'est l'idée des droits de l'homme. Voilà, ça, les droits de l'homme, ça vient de sortir. 1789, là, il y a une idée très profondément révolutionnaire. D'ailleurs, elle est tellement révolutionnaire qu'à peine née, elle a tout de suite suscité de grandes inquiétudes, de sorte qu'il faut toujours se rappeler que la République a besoin d'être défendue, que la République a besoin d'être réfléchie, parce qu'elle est tout sauf une réalité définitivement installée. Mais bon, peu importe, ici on obtient un vrai problème. Une thèse qui nous dit que l'animal n'est qu'un ensemble de mécanismes et qui en déduit que l'homme n'a pas de devoir à l'égard de l'animal et par conséquent que l'animal n'a pas de droit. Une antithèse qui soutient que l'animal possède une qualité métaphysique et qui en déduit que l'homme a des devoirs à l'égard des animaux, de sorte que les animaux posséderaient bien des droits. Bon. Ces deux thèses d'ailleurs constituent un problème qui est tel que l'une conduit à l'autre. Vous voyez, c'est-à-dire, si l'animal n'est qu'un ensemble de mécanismes, il n'a pas de droit, mais on se heurte au problème de l'unité de l'animal que résout la question de l'âme. Et là, on considère que l'animal, possédant une qualité métaphysique, il s'élève au-dessus de la simple chose et par conséquent il a des droits, mais invoquer l'âme, hein, c'est invoquer un principe métaphysique qui fait problème au regard de la science qui, elle, ne perçoit jamais d'âme dans le laboratoire. L'âme est un principe métaphysique qui pourrait même faire obstacle au progrès scientifique. Cette idée d'âme qu'on trouvait déjà même chez Aristote, hein, qui soutenait que les animaux possèdent une âme végétative comme les plantes et une âme sensitive qui les distingue de la plante. Mais enfin, là on a un principe métaphysique qui fait problème au regard de la science. Donc on a un problème sous la forme d'une antinomie, c'est-à-dire de deux thèses qui s'opposent et qui l'une conduit à l'autre et l'autre amène à la première. Voilà. Alors, c'est là que la philosophie de Rousseau intervient, et de manière tout à fait singulière, puisque Rousseau nous invite à penser un droit de l'animal, mais autrement. Imaginons, nous dit Rousseau, un homme naturel.
c'est-à-dire un homme qui n'aurait pas été modifié par la société. Un homme qui n'aurait pas été altéré par l'éducation qu'apporte la société. Cet homme ne parlerait pas, mais il pourrait parler. Ne penserait pas, mais il pourrait penser. Ne connaîtrait pas une conscience morale, puisqu'il ne se représenterait pas le bien et le mal, la représentation supposant le progrès de la culture, mais il serait capable de s'élever à cette conscience. Un tel être, telle personne, serait un être seulement perfectible. Alors l'hypothèse de l'état de nature, c'est pas ce que l'homme a été, hein, c'est voilà ce que moi je serais si je n'avais pas été modifié par la culture. C'est intéressant parce que ça m'éclaire sur ma nature. Imaginons maintenant un homme de la nature, tel qu'on vient de le décrire, confronté à cette scène. Il est dans la forêt primitive que la cognée ne mutilait à jamais, loin de toute société, et il voit ça, un loup, dévorant les entrailles palpitantes d'un jeune enfant. Scène horrible. Essayons d'envisager le type de réaction qu'aurait notre homme naturel dans cette situation. Va-t-il se jeter sur le loup pour sauver l'enfant? Certainement pas. Cet homme naturel, on l'a dit, n'obéit à aucun principe procédant de la culture ou d'un quelconque progrès de l'esprit, il ne peut pas le faire, il n'est que perfectible. Par conséquent, il obéit à l'instinct. Et le premier instinct qui l'anime, c'est l'instinct de conservation, c'est-à-dire l'amour de soi. Donc, si j'envisage ma situation, mon homme qui n'est, mon être humain là, qui n'est que perfectible, ne va pas se jeter sur le loup pour sauver l'enfant. Est-ce qu'il va contempler le spectacle auquel il assiste en tirant une satisfaction? Certainement pas, dit Rousseau, parce que dans cette situation-là, ça on pourrait l'expliquer comme ça, si notre homme naturel tirait une quelconque jouissance du spectacle d'un enfant dévoré par un loup, il faudrait, en tout cas pour qu'il jouisse de cela, qu'il se projette dans la situation en se comparant avec la situation, avec cet enfant même, en comparant sa situation et celle de l'enfant. Il faudrait qu'il se dise que la sienne est préférable à celle de l'enfant, que par conséquent il est au-dessus de lui, que par conséquent sa situation est enviable et que, en se représentant lui au-dessus de tout ça, il pourrait en tirer une quelconque jouissance. Il y a une espèce de plaisir sadique là que je suis en train de décrire qui relève d'un ensemble de représentations, c'est-à-dire d'une activité de l'esprit et également d'une passion, c'est-à-dire d'une passion orgueilleuse. Je suis au-dessus de tout ça, je surplombe la situation, et donc cette situation m'est totalement indifférent. Elle me laisse indifférent. Lorsque je pense comme ça, je suis déjà un être plongé dans la culture. L'homme naturel que je décrivais à l'instant, évidemment, est incapable de ce type de raisonnement. Et il n'éprouve pas ce type de passion. Cet homme-là, dit Rousseau, ne peut pas ne pas souffrir en contemplant, ou en rencontrant plutôt, la souffrance de cet enfant. Là, on rencontre ce que Rousseau appelle la pitié naturelle, c'est-à-dire ce sentiment naturel, cette passion naturelle, qui fait que, confronté à la douleur d'un être sensible, on ne peut pas ne pas en souffrir soi-même. S'il y a de la douleur devant moi, j'en éprouve de la douleur, à un degré moindre, mais malgré tout, j'en éprouve de la douleur. Et cette pitié naturelle, dit Rousseau, est une répugnance naturelle à voir périr ou souffrir tout être sensible, et principalement nos semblables. Principalement ses semblables, puisque l'homme naturel va rejeter la souffrance de ses semblables avec lesquels il s'identifierait plus spontanément, même s'il ne les voit pas, même s'il est solitaire, mais il ne peut pas être insensible à la douleur d'un animal, puisque la douleur de l'animal se voit. Voilà, c'est-à-dire que je ne sais pas si l'animal est un être qui possède une texture métaphysique, s'il possède une âme, mais ce que je sais, c'est que c'est un être qui est capable de souffrir. Je perçois des signes chez l'animal de souffrance lorsqu'il souffre. Rousseau écrit ceci: « Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse. » Alors on pense à la position mécaniste d'un Descartes, mais il précise « à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même. » Donc l'animal est un être sensible, un être de douleur potentielle. Et là, nous rencontrons la thèse qui nous intéresse aujourd'hui. Parce que, regardez bien, si la pitié naturelle est la répugnance à voir périr ou souffrir tout être sensible, ça signifie que moi, qui ne suis plus l'homme naturel, moi qui suis modifié par la société, moi qui suis un être de raison, de conscience, de pensée, de parole, etc., si je fais souffrir un animal gratuitement, c'est que la nature en moi est totalement étouffée. Autrement dit, si je respecte ma nature d'homme, alors je ne fais pas souffrir un animal gratuitement. Si je me respecte, je reconnais que j'ai des obligations envers les animaux. Et si j'ai des obligations envers les animaux, évidemment, ça signifie que les animaux ont des droits. Ici, on voit bien comment les choses s'articulent.
C'est à partir d'une pensée de l'homme qu'on peut dériver une pensée du droit des animaux. Vous voyez, le mécanisme que j'évoquais tout à l'heure a raison sur un point. On ne peut pas déduire un droit de l'animal de la nature de l'animal. Mais il a tort sur un point, c'est que les animaux ont des droits. Le métaphysicien, lui, a raison sur un point. Les animaux ont des droits. Mais il a tort sur un autre point. On ne peut pas déduire ce droit de la nature même de l'animal. La solution consiste, avec Rousseau, à déduire le droit de l'animal de la nature même de l'homme. Cette solution consiste donc, pour bien penser la relation à l'animal, elle consiste donc à commencer par bien penser l'homme lui-même. Et là, nous rencontrons ce qui fait qu'une philosophie est une philosophie véritable, c'est-à-dire une pensée de l'homme. Au fond, penser la relation de l'homme et l'animal, c'est en revenir au précepte socratique, c'est-à-dire connais-toi toi-même. Voilà. Eh bien, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un autre objet de réflexion. Au revoir.